Bonsoir à tous. Comme chaque mardi, vous retrouvez votre émission Que les choses soient dites. Alors ce soir, un thème brûlant, un thème qui interpelle et surtout qui vient enrichir la réflexion sur notre relation avec l'État. Mais ce soir, nos invités auront à répondre à une question, je dirais, pas facile, mais ils ont l'habitude d'ailleurs d'avoir des questions ou des thèmes pas faciles. Donc, l'État tient-il ou soutient-il la population guadeloupéenne? Alors, je répète, l'État tient-il ou soutient-il la population guadeloupéenne? Donc, un thème qui a fait son chemin jadis, mais aussi qui continue à poser interrogation au sein de notre population. Et ce soir, les choses seront dites avec nos invités que vous connaissez, et je dis dans l'intégralité, puisque notre équipe, notre noyau dur que vous connaissez avec Evita Chevry, Samuel Damo, Harry Anslade, ce soir, c'est enrichi de Sarah Aristide que vous connaissez aussi, puisqu'elle est avocate guadeloupéenne et elle a eu à s'exprimer aussi sur des dossiers, on va dire, brûlants. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce thème? Toujours. Toujours. Bien, alors nous verrons un petit peu ce qui va ressortir de cette émission et bien sûr, vous aurez l'occasion de nous appeler en deuxième partie d'émission au numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran de votre téléviseur pour nous donner votre sentiment et pour répondre à cette question. Voilà, avant tout, il s'agit de donner un petit peu des définitions rapides. Alors, lorsqu'on vous dit que quelqu'un vous tient, qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Alors, je vais débuter avec Sarah. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on vous dit quelqu'un vous tient, eh bien, qu'il a un moyen de pression sur vous, qu'il est en mesure de vous faire plier et de vous faire ce que vous voulez ou dire ce que vous voulez parce qu'il a votre pied, comme on dit, son pied dans votre gorge, qu'il a un moyen de pression sur vous. En tout cas, moi, la question, telle que je la comprends, c'est est-ce que l'État français a un pied dans notre gorge ou est-ce qu'au contraire, il nous vient en aide? Alors ça, on va y répondre au fur et à mesure. Alors c'est juste la définition de tenir. Tenir, pour moi, c'est ça. C'est ça. Alors, il y en a d'autres, mais là, c'est ça pour moi. Tenir et soutenir. À soutenir, c'est dans le sens de l'aide, de la compassion, de la bienveillance, du soutien moral, voire du soutien physique ou matériel. Mais c'est quelque chose qui a une connotation positive, alors que le fait de tenir quelqu'un, c'est extrêmement péjoratif, à mon avis. D'accord, alors Harry? Je trouve que la définition est très bien, surtout pour le premier terme, tenir. Mais j'ajouterais, c'est pas simplement avoir les moyens de pression, c'est qu'on les utilise. Quand on tient quelqu'un, c'est qu'on les utilise. Oui. Samuel? Que peut-on dire après de belles définitions? Complète, oui, c'est cela. C'est pouvoir faire une pression, contraindre aussi, emmener cette personne-là à avoir même peur de vous, quand vous... Voilà, c'est ça là, pour moi, la contrainte. Et forcément, on verra, lorsqu'on va développer le sujet, que oui, l'État nous tient, nous soutient, enfin on verra, parce que les deux verbes se ressemblent, mais ne sont pas du tout synonymes. Mais voilà, on aura le temps de développer. D'accord. Oui, je pense que je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Je pense que quand on entend le mot « tenir », l'État nous tient et incontestablement fait référence à notre liberté. On ne peut pas tenir. Si l'État nous tient, c'est que de toute façon, on a une liberté réduite ou peut-être annihilée. Donc, soutenir, c'est autre chose. Soutenir, on verra tout à l'heure que le soutien peut être une façon de tenir aussi. Enfin, voilà, c'est la notion tenir, fait référence évidemment à l'absence de liberté. Voilà, alors il y a plusieurs définitions rapidement sur tenir. C'est avoir prise, quand on parle de tenir quelqu'un, avoir prise sur quelqu'un. Être tenu, c'est être légalement ou
moralement obligé de. Et voilà. D'accord? Donc ça, Oui. c'est un petit peu, on va dire, plus profond. Et soutenir, c'est empêcher, alors pour les choses, quelque chose de s'effondrer, de fléchir, agir de manière à lui conserver un niveau acceptable. Alors ensuite, être du côté de quelqu'un, adhérer à la cause d'un groupe ou d'une personne, combattre en sa faveur et défendre. Alors ça, c'est pour soutenir, ça va un petit peu dans le sens de tout ce que vous avez dit. Et j'aimerais vous laisser cette phrase d'auteur, j'en aurai une autre après, alors qui nous vient d'Albert Einstein, que beaucoup aiment, parce que c'est quand même quelqu'un qui a eu à dire des choses, on va dire, très, très, très fortes, des choses très dures. Alors, l'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Alors, c'est ce qu'il dit, l'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Voilà, donc je vous laisse cette citation. Et pour arriver à une autre question, aujourd'hui, quelles sont les relations de la Guadeloupe, en tout cas des Guadeloupéens, avec l'État? Quand vous regardez de manière générale, quelles sont les relations des Guadeloupéens actuellement avec l'État? Alors, vous commencez comme vous voulez. Ne vous bousculez pas. Allez-y. On plante le décor. Quelles sont nos relations aujourd'hui avec l'État? On y va? Oui, on y va. Elles sont compliquées. Alors, elles ne sont pas d'un côté ou d'un autre. À mon avis, elles sont un mélange de toute une série de choses qui d'ailleurs nous vient de la relation, bon là, évidemment, je vais rentrer sur ma partie, qui nous vient de ce qu'on a hérité, de ce qu'est l'esclavage et de ce qu'est notre relation au maître. Et notre relation à l'État aujourd'hui est faite de cela, de ce mélange de crainte, d'orgueil qu'on peut avoir parfois, de toute une série de sentiments qui s'opposent, qui sont à la fois des sentiments qui nous remplissent parfois de fierté dans des actes que l'on peut poser, tout en ayant la crainte et la terreur de l'autre. Notre rapport à l'État français, puisqu'il s'agit de ça, est extrêmement compliqué. Et vous verrez que notre rapport à l'État français dépend aussi de la personne que vous interrogerez. Si vous interrogez Evita, je suis certainement sûre, je le dis à double dessein, qu'on sera extrêmement d'accord, Samuel et Harry aussi, mais si vous interrogez d'autres personnes dans la rue sur le rapport qu'ils ont à l'État français, ils ont un autre rapport. Madame Boissé, quand vous permettez à des personnes qui ont bénéficié du Bumidum, quand on sait ce que c'est par exemple, à d'autres personnes aujourd'hui qui bénéficient de toutes les aides de l'État, de ce que peut être le RSA ou tout le reste, quand vous leur demandez ce qu'est l'État, même si il s'agit, à mon avis, d'un soutien masqué, c'est bien une façon de tenir les uns et les autres que de les aider à outrance et de les entraîner dans le système de l'assistanat, ils vont vous dire que l'État est bon et qu'il est bienveillant. Quand vous regardez autour de vous, que vous voyez cet État bienveillant, l'État de ce qu'est l'école, publique ou privée, l'état de ce qu'est notre politique de santé publique ou sanitaire, l'état de notre CHU, l'état de notre empoisonnement au chlordécone, l'état de nos élus, de certaines courbettes que l'on voit à longueur de temps, en se contentant d'accepter ce qu'ils estiment comme étant un dû, une reconnaissance qui en réalité n'est pas grand-chose d'autre qu'un os qu'on donne à ronger. Alors, vous avez ce type de personnes et puis vous avez d'autres personnes qui sont une posture de se dresser contre l'État, assez systématique, et qui, elles, ont un rapport à l'État qui est assez antagoniste, qui est frontal, mais notre relation à l'État est compliquée parce que ce que nous sommes aujourd'hui, même entre nous, dans nos rapports entre nous, la couleur de notre peau,
la nature de nos cheveux, le rapport qu'on a les uns avec les autres a été à la base érigé par l'État français qui, si nous sommes arrivés avec des chaînes aux pieds, pour beaucoup aujourd'hui, nous les avons dans la tête. Et ça, c'est une relation à l'État qui est problématique, qui est extrême. D'accord. Maintenant, allez-y, hein, vous pouvez vous compléter, Samuel, Harry, allez-y. Cher Harry. Je t'en prie. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est effectivement, on ne peut pas nier que l'État, nos relations, enfin, quand je dis nos, là, il y a encore un vrai problème. Quand je dis nos relations, parce qu'il faut savoir de qui on parle. Alors, si on parle, là, je suppose qu'on parle des Guadeloupéens afro-descendants. Parce que je pense que le descendant de Syriens ou Libanais n'a pas du tout le même rapport à l'État français. Et même le blanc pays n'a pas du tout le même rapport à l'État français que nous pouvons avoir. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est vrai qu'on ne pourra jamais, aux grandes dames de notre ami Samuel, et Sarah l'a rappelé, on ne pourra jamais faire l'impasse sur le premier rapport qu'on a eu, c'est le rapport à l'esclavage. Deuxième étape, l'obligation de l'oubli. En distillant, vous avez été esclave, c'est une honte, vous avez intérêt à oublier. Et la naissance de ce qu'on a appelé la fameuse république coloniale, de cette espèce de rapport ambigu qui fait qu'en même temps que l'État proclame les valeurs universelles de la République, en même temps, elle est coloniale puisqu'elle se repose. Elle repose en tout cas son pouvoir, l'État repose son pouvoir ici sur la hiérarchie raciale puisqu'elle a reposé son pouvoir sur justement la classe des Blancs pays. Donc tout ça pour dire comment c'est déjà compliqué puisqu'elle est république et coloniale en même temps. Alors, il est évident que le temps est passé, mais les blessures du passé émergent parce qu'il y a une chose que l'État a oubliée, c'est que malheureusement, les fameux préjudices qu'on pense qu'ils n'existaient plus parce que le temps est passé, c'est faux. Nous avons de plus en plus, et nous allons d'ailleurs le plaider en Martinique. Il y a un grand procès, Sarah et moi et d'autres, en Martinique, qui sera d'ailleurs télévisé. Donc, ça veut dire que la justice commence à comprendre que c'est quand même une affaire très importante sur le problème des réparations parce que sur l'existence de préjudice en 2021 de tout ce qui a pu se passer. Alors, incontestablement, le principe, de toute façon, il y a toujours, quelles que soient les sociétés, il y a toujours ceux qui suivent l'autorité. Ceux qui suivent, et ça c'est important, ceux qui suivent ce que dit l'autorité, et il y a toujours les rebelles, et c'est ceux qui font avancer les sociétés. Alors, en plus de ça, nous avons justement cette problématique de gens qui ont été colonisés, qu'on a travaillé intellectuellement pour qu'ils soient soumis. Alors, c'est ce qu'on retrouve actuellement dans le pays, et je voudrais, Sarah a parlé tout à l'heure de chlordécone, et je voudrais dire juste deux mots pour dire comment il peut y avoir une incompréhension totale entre l'État et justement les Guadeloupéens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on leur a dit, en gros, vous êtes des dégueulasses, vous êtes irresponsables, vous êtes prêts à rendre tout le monde malade en ne vous vaccinant pas. Et je me suis dit, après une telle campagne, après ensuite tant de décès, parce qu'on a traversé une période très difficile et les gens continuent à tomber malades, mais il y a une période où tout le monde avait un ami intubé, un parent décédé et autres. J'ai dit, c'est incroyable, malgré tout cela, les Guadeloupéens ne se font pas vacciner. Je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'il y a au moins 70%. C'est-à-dire que quand vous rencontrez 10 Guadeloupéens, il y en a 7 qui ne sont pas vaccinés. Je dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai compris une chose. Alors que souvent, on en parlait, puisqu'on a fait partie du collectif, Sarah et moi, contre le chlordécone en 2006. Et souvent, on se disait, mais c'est pas possible, on est en train de dénoncer un scandale d'État. On nous a empoisonnés et les Guadeloupéens ne semblent pas
ne semble pas vraiment suivre cette affaire, être perturbé par cette affaire. On se sentait seul, en fait, dans ce combat. Et c'est là que je me suis dit, le traumatisme du chlordécone joue aussi là. Les gens n'ont rien dit, n'ont pas défilé. Mais là, incontestablement, ce qui se passe maintenant est lié au fait qu'il y a un total manque de confiance en l'État. C'est-à-dire que, en fait, les gens se disent, d'accord, il y a des intérêts à rester avec l'État pour des aides, etc., des aides quelconques, mais je ne te fais pas confiance. Donc, s'il y avait une chose qu'il ne fallait pas faire, c'est d'avoir cette communication agressive vis-à-vis de ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il fallait surtout essayer de comprendre pourquoi ils ne le faisaient pas. Le manque de confiance de l'État, et ça, excusez-moi, des populations qui peuvent à la limite voter non à un référendum dont on a parlé la dernière fois, et qui pourtant sont restés chez eux, ont vu les mamies mourir, ont vu des amis mourir, mais n'ont pas voulu parce qu'ils disent « je ne fais pas confiance à l'État ». Voilà, ça faisait partie d'une question, mais nous aurons l'occasion d'y arriver un petit peu plus tard lors du cheminement au niveau de cette émission. Alors, je sens que Samuel veut s'exprimer tout de suite. Non, alors, je crois que ça a bien commencé. Hein. Alors, je ne suis pas du tout contre Evita, même ce que tu dis sur l'esclavage. Il y a des moments, pour moi, on peut convoquer l'esclavage. Et dans ce sujet-là, forcément, on ne peut pas faire abstraction de cette période-là. Il est vrai aussi que j'ai beaucoup aimé Franck Garin lorsqu'il parle. Enfin, moi, j'ai toujours dit que peut-être qu'est-ce que l'État n'avait pas parfois intérêt à nous faire constamment nous rappeler de cette période-là aussi, parce que je pense qu'à un moment, il faut dépasser, parce que j'avais pris l'exemple du peuple des Juifs qui disaient que c'était le peuple élu. Et forcément, lorsque naît un enfant, le fait d'entendre ça, il sait qu'il fait partie du peuple élu, donc il fait tout pour l'être dans sa vie et même dans sa posture, depuis l'école jusqu'au métier qu'il va exercer. Donc, pour moi, c'est vrai que cette période-là existait, c'est vrai qu'on ne peut pas en faire abstraction, mais je ne la convoque pas à tous les sujets. Mais ce soir, forcément, il y a un sujet. Les Français n'ont pas les mêmes rapports à l'État que nous. Les Français, d'ailleurs, demandent toujours plus d'État. Mais ils n'ont pas non plus la même histoire que nous. La départementalisation, je crois. Alors que les Français demandent toujours plus d'État et pas nous. Pas nous. Je vais expliquer ça. Oui. On a connu, donc c'est après l'abolition des privilèges depuis 1790, il y a une phase de départementalisation au niveau national. Mais nous, c'est pas du tout. C'est en 1946, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. C'était une séquence administrative en 1790, tandis que pour nous, c'était on nous reconnaissait à ce moment-là comme étant des Français. Donc, vous voyez combien d'années se sont écoulées entre 1946 et 1790, donc ce n'était pas le même sujet. Donc forcément, on ne peut pas penser comme les Français hexagonaux, j'ai envie de dire. Donc forcément, on n'a pas les mêmes rapports à l'État. Et je vais même dire, on n'a même pas... Alors, ce qu'a dit Evita, c'est vrai que ça a du sens. La transgression, enfin je veux dire, la transgression collective qu'on a sur laquelle on a mis le doigt, c'est presque une forme de, j'ai envie de dire, de révolution moderne. C'est-à-dire les Guadeloupéens, voilà un peuple. On nous habitue aux obsèques, alors ça c'est quelque chose qui est extraordinaire aussi, parce que c'est pas, je pense pas que dans tous les pays du monde, alors peut-être qu'en Guadeloupe, en Martinique, mais c'est pas quelque chose qui a lieu dans les autres pays. C'est-à-dire comment faire que chaque matin quand vous vous réveillez, vous entendez qu'il y a des gens qui meurent. Mais de manière, dans notre subconscient, ça ne peut pas, quand les obsèques durent 5 minutes ou 50 minutes, ça n'a aucune sorte d'intérêt, parce que c'est comme si on vous disait demain, et ça va parler, quels sont... L'État en Guadeloupe a failli, c'est vrai. L'État a failli dans certaines de ses compétences purement régaliennes. C'est vrai que l'État est là pour nous soutenir, c'est-à-dire assurer tout ce qui est éducation, santé, tout ce qui est régalien d'éducation et tout ça. Mais lorsque vous voyez le résultat, je me souviens lorsque Félix Proto a pris... au niveau des premières compétences régionales de la première décentralisation, l'État nous avait laissé un parc, des lycées, mais en piteux état, en mauvais état.
Et ce sont les 2 présidents de région successifs, et après les autres, qui ont œuvré justement à nous donner un parc de lycée acceptable. Donc, quelque part, nous avons hérité aussi des prévarications de l'État. Donc, nous avons hérité de ça. Donc, les gens se demandent, le peuple se demande, mais comment un État qui a tout le temps failli, aujourd'hui me dit qu'il faut que je me vaccine pour être en santé. Donc, ça paraît être juste une blague. Donc, on peut dire que jamais dans l'histoire, la population n'a pensé ou n'a vu un État protecteur. Non, je ne vais pas dire que jamais il n'a vu un État protecteur, parce que l'État a rempli, j'ai envie de dire, a fait un service minimum quand même. Il y a des routes, il y avait un certain nombre de choses, il y avait... Mais bon, c'est ce que l'État a été obligé de faire, puisque ce sont de toutes les manières des compétences régaliennes. Mais lorsque vous voyez les scandales, on a parlé du chlordécone, on a parlé de tout cela avant, alors moi j'aurais été tenté de dire que ça n'a rien à voir avec le vaccin, mais si ça a quelque chose à voir, puisque les gens se sont dit, on ne fait pas confiance à cet État-là. Parce que l'État n'a jamais cessé. Si vous, je ne sais pas, moi, je n'ai pas bien suivi après comment l'État a géré le problème du LKP. Lorsque l'État a mis sa signature sur le rapport Binot, est-ce que l'État, voilà. Donc, mais c'est quelque chose de contemporain, ça se passe en 2009, et vous avez un État qui vient, et tous les Guadeloupéens sont là, ils assistent à ça, et après l'État ne tient pas sa parole. Donc forcément, c'est un État à qui on ne fait pas confiance. Et aujourd'hui, ça va plus loin, c'est pas seulement le peuple guadeloupéen. Parfois, il y a aussi, j'ai envie de dire, un peuple guadeloupéen en France, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une cassure, il y a une césure entre le peuple français aussi parfois. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, vous aviez des hommes d'État qui faisaient voter des lois. Souvenez-vous de Savary pour l'école libre, le CPE, le contrat, le CIP. Ce sont des choses en fait que c'était en 84, en 96, en 2006 pour le CPE, sous De Villepin et tout ça. C'est-à-dire que parfois les chefs d'État reculaient lorsque la population descendait dans la rue. Donc il y avait ce côté, on regardait ce que pensaient les syndicats, ce que pensait le peuple, et on pouvait... Vous avez un État aujourd'hui qui, de toutes les manières, pouvait manifester, en fait, on l'a vu, vous pouvez manifester pendant 1 an, et il vous a dit qu'il passe là, il passe là. Donc c'est déjà un autre rapport à l'État. Peut-être qu'il y aura une sorte de Guadeloupe en France, puisque les gens ont l'impression de perdre en liberté. Ils perdent en liberté, et vous voyez même parfois certains corps, comme les socioprofessionnels, qui parfois ne sont pas respectés, qui font des réunions avec les services de l'État, mais on ne vous entend pas. L'État vient vous dire, parce qu'on a un État en Guadeloupe, oui et non, parce qu'on a un État qui est loin de tout, les décisions ne se prennent pas ici, donc forcément, quand vous avez des représentants de l'État ici, vous dites, bon, vous pouvez nous parler toujours, mais je vous dis, des gens ne pourront rien faire. On a des représentants Parlez de l'État, toujours. mais nous avons des élus aussi qui rayonnent. Alors on peut aussi dire que le peuple guadeloupéen a tellement des rapports difficiles avec l'État que forcément, par truchement, il a des rapports difficiles avec ses propres élus. Parce que les élus, ils ont l'impression que les élus font le jeu de l'État. Donc ça va encore plus loin, puisqu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Voilà. Donc je sais qu'Harry a beaucoup à dire. Donc nous marquons une courte pause et je reviendrai avec vous, Harry, sur cette même question. Voilà, donc nous revenons au sein de notre émission Que les choses soient dites, et la parole Harry sur cette question, notre rapport, nos relations avec l'État ou à l'État, comme vous voulez. Oui. Alors évidemment, j'ai entendu déjà les 3 avis concernant ce rapport, qui sont des vérités qui ne peuvent pas changer, c'est la réalité. Mais je dis une chose, notre passé, ça a été un passé. Bon, alors. On n'en parle pas? Non, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais enfin, je veux dire, ce passé d'une société esclavagiste, ensuite un passé colonial, parce que départementalisation ou pas, pour moi, c'était un passé colonial. Donc, ce qui fait que jusque-là, je dis effectivement, la France qui colonisait, la France nous tenait. Et
si c'est pour citer les exemples pour dire ce que ça veut dire nous tenir, quand un professeur ne peut pas dire qu'il est indépendantiste, il est exilé, c'est qu'on est tenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de liberté de parole, il n'y a pas de liberté d'expression. On peut pas. Harry, la France par exemple, nous tenait. nous donc tenait. c'est- Oui, je sais pas, je le C'est dis du bien, passé? nous tenait. J'arrive. D'accord. Nous tenait. Nous tenait. Bon, et effectivement, mais des exemples. Alors, la gauche arrive au pouvoir en 81. Qu'on rentre en 84 à Radio Unité pour casser la radio alors que le président en place vient de libérer les fréquences et qu'il y ait des radios, ça veut dire qu'une gestion particulière pour nous. On n'a pas cette liberté de dire on veut être libre. Donc la France nous tenait. Et ça a été comme ça jusqu'en 90. La France nous tenait, mais quand on dit nous tenait par tous les moyens. Alors on a parlé alors effectivement, il y a en même temps, on peut engraisser des pattes, on peut faire tourner un peu d'économie, on peut faire saut des rags, lâcher plein d'argent et après winner tous les Guadeloupéens en vendant leurs biens aux enchères. Mais la France nous tenait. On a aussi l'armée qui est là en permanence. On peut voir arriver des camions rapidement de légionnaires terrestres. Moi, je retiens que mai 67. Alors, ça a été une des premières choses qui m'a marqué. Mai 67, j'avais 13 ans. J'ai vu des forces de l'ordre dans tous les sens tirer à droite, à gauche. J'ai un copain qui me dit, près de chez lui, à l'immeuble Sirf, il a vu tirer sur un gars à vélo, mais les seigneurs sont passés, ont tiré comme ça. J'ai eu du mal à le croire, mais je savais qu'effectivement il plaisantait parce que ça l'a marqué tout le temps. Et des années après, il en parlait. On a fini nos études, il en parlait. Eh bien, mais finalement, on avait ça comme... Et finalement, mai 68 arrive, et là, la France, toute la jeunesse française est dans la rue, une vraie révolution. Il n'y a pas eu de violence, pas eu un mort, pas eu un coup de fusil, réellement. Je me disais, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, mais c'est logique. C'est logique. Pour moi, après réflexion, c'est logique. Un État colonial, pour moi, le rapport de la France avec son peuple, c'est les Français, en France. On ne peut pas vouloir, et ce que j'ai eu du mal à comprendre, à exiger la même chose, sauf si on considère que la France n'a jamais été coloniale. Et c'est là où il y a le problème. Moi, je n'attends pas de miracle. Ce qui me surprend, et c'est ce qui aujourd'hui me pose problème, pour moi c'est évident depuis longtemps. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est... En clair, oui. vous dites que l'État nous tient. L'État tient les Guadeloupéens. Alors, l'État nous tenait. Donc, l'État ne tient plus. L'État nous tenait, l'État nous a tout tenu. Alors, pourquoi je dis nous tenait? Nous n'avions pas le droit d'être indépendantistes, c'est de le dire. Les ennuis, on les souhaite sous toutes les formes. La rupture avec l'État, on n'y avait pas droit. D'accord? Bon. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'État, bon, bien que on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, l'État aujourd'hui, je ne suis même pas sûr, et ça par contre c'est ma pensée, hein. Aujourd'hui je ne sais plus. Je ne sais pas aujourd'hui, réellement, s'il y a une feuille de route en dehors des partis politiques, ce que j'appellerais la feuille de route de l'État français, nous concernant avec des règles claires. J'ai vu en 2003, on a fait des élections Guadeloupe-Martinique qu'on n'a pas fait en Guyane. Et je crois savoir que les élections qui ne sont pas faites en Guyane, c'était pour une raison simple. La Guyane avait des exigences. À l'époque, on avait rencontré des gens et de politiciens guyanais qui étaient des chefs d'entreprise qui disaient « nous voulons le territoire guyanais ». Donc leur exigence, ils exigeaient le territoire guyanais. Le territoire guyanais, ce n'est pas 1800 km². Le territoire guyanais est riche, c'est énorme. Et je me rappellerai que j'ai entendu devant Chirac à l'époque un politicien, chef d'entreprise, dire « Monsieur le Président, nous les Guyanais, ce qu'on exige, c'est que vous nous rendiez le territoire guyanais ». Chirac, dans toutes ses pensées émancipatrices, n'a pas répondu à cela du tout et il n'y a pas eu d'élection sur la Guyane en 2003. Bon, Sarkozy est arrivé président, il a fait des élections en 2003 sur la Guyane. C'était pas la même. Pourquoi Sarkozy l'a fait? Parce que tout simplement, pendant le débat d'élection sur Guadeloupe et Martinique, Sarkozy était mis à l'écart. Chirac a mené cette affaire-là avec Brigitte Girardin.
Sarkozy était totalement mis à l'écart. Le ministre de l'Intérieur à l'époque n'était pas concerné. Et ça, on a eu l'occasion de le constater. Donc, il y a eu une France qui, jusqu'à une certaine période, tenait la Guadeloupe, et tenait la Guadeloupe très sévèrement. Plus maintenant. Bon, alors maintenant, moi, ce qui m'interpelle, et c'est là où je parle de feuille de route. Bon, on a parlé, il n'y a pas longtemps, de l'appel de Basse-Terre. Mais je me rappelle aussi une chose, il y avait une cohabitation, il y avait Jospin, Premier ministre, Chirac, président. Mais quand je regarde bien, le Congrès et la LOM, tout ça a été créé avec Jospin et Chirac, président. S'il y avait beaucoup de dualité entre ces deux pour diriger la France, c'était la première cohabitation réelle. Enfin, la première. Oui, il y avait la première avec Chirac, Mitterrand. Mais là, quand même, quand je regarde vis-à-vis des DOM, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine convergence. Parce que quelque part, j'aurais l'impression que Jospin a préparé le terrain et pour que Chirac lance des élections quelque part. Parce que finalement, c'est Chirac, celui qui a lancé, qui en tant que président, a donné le feu vert, alors que c'est Jospin qui a créé le Congrès. L'élément, la loi qui a permis que le Congrès se prononce et qu'il y ait tout le travail qui a été fait par Lucien Chevrier à l'époque pour arriver à cette élection-là, mais Jospin a préparé l'outil, Chirac l'a utilisé. Alors, et c'est là où j'ai un problème, parce que depuis cette période, regardons bien depuis 2003 l'attitude des dirigeants français. Ils sont passés ici avec, je dirais, un langage qui frôle le mépris. Qui frôle le mépris. Mais écoutez, je me souviens de Sarkozy, je me souviens de Fillon, je me souviens de tous les présidents, passent avec un langage qui frôle le mépris. Et là, alors, c'est là où moi je suis interpellé, parce que ce qui me gêne dans tout ça, et c'est pour ça que je ne dirai plus, et je ne veux pas dire que la France me tient, parce que je n'ai pas le sentiment, j'ai eu le sentiment pendant longtemps que la France me tenait, mais pour moi c'était évident. Et d'ailleurs, ça allait loin. Pour moi, c'était évident, et je me souviens avoir fait un courrier au recteur de Paris en 1976 où je lui disais, j'espère, monsieur le recteur, que vous comprendrez, tout jeune Guadeloupéen qui prendra les armes pour la lutte pour l'indépendance de son pays. Et j'avais envoyé son recteur pour une raison précise. Mais c'était en 1976, je l'ai envoyé. Mais aujourd'hui, je dis, il y a un rendez-vous qu'on n'arrive pas à avoir. Et moi, c'est là où je suis coincé. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire de procès à qui que ce soit, ni à l'État, ni... Sur le passé, je peux faire tous les procès que vous voulez. Mais depuis un certain temps, en toute objectivité, je regarde fonctionner... Depuis quand? La Guadeloupe. Non, mais pour moi, déjà 90, c'est un signe. Mais pour moi, regardez, il dit c'était un élément. Mais cet élément-là, c'était une analyse. Mais depuis 2002-2003, c'est plus une analyse, c'est pour moi un fait réel. L'attitude des dirigeants français m'interpelle depuis cette période. 90, pour moi, je m'attendais à ce changement-là. Et 90, je considérais que nous, et c'est là où nous avons échoué, nous les militants indépendantistes guadeloupéens, nous n'avons pas, à mon avis, eu l'intelligence de faire l'adaptation qu'il fallait à ce moment-là et lancer le débat. Alors, regardez bien la Nouvelle-Calédonie, messieurs. Il y a eu le gros doute. Regardez bien, regardez comment ça a évolué cette histoire-là. Ça ne va pas. On n'a pas l'indépendance d'un seul coup, c'est une catastrophe. Mais j'étais pour l'indépendance d'un seul coup. Quand la France nous tenait, il ne laissait aucune chance. Mais depuis 1990, il y avait une porte ouverte au dialogue qu'on n'a pas saisie. Et on est resté dans la situation de la méfiance. Et justement, aujourd'hui, je regarde un peu tout ce qui se passe. Il y a plein de raisons pour justifier, on a parlé de chlordécone, etc. Mais politiquement, il y a un sérieux problème. Ici, en Guadeloupe, il y a un sérieux problème. Et je pense qu'on ne peut pas tellement faire des comparaisons avec ailleurs. Alors nous justement, avons une histoire particulière au Guadeloupe. Nous y reviendrons, Harry. Vous autres, est-ce que vous êtes d'accord qu'actuellement, on ne peut pas dire que la France tient les Guadeloupéens? Comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Non, mais c'est très intéressant ce que dit Harry, parce que c'est vrai qu'il y a une thèse qui circule très sérieusement, à savoir que la France
serait pour l'autonomie. D'accord? Non, c'est une thèse sérieuse faite par un certain nombre d'analystes politiques. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, quand il vient en Guadeloupe, il dit, puisqu'on était en pleine réforme, etc., il dit devant le président de région, Victorin Lurel, qui avait demandé encore un délai pour bien réfléchir sur la question de la collectivité unique ou de l'Assemblée unique, il dit, je suis prêt à tout, sauf l'indépendance. Voilà. Il l'a dit. Oui, il a dit. La question qui se pose, c'est de savoir. Alors, en même temps, il y a cette thèse, mais en même temps, il faut le dire que jamais on n'a connu, ou du moins, il faut retourner à des périodes très anciennes, une telle autorité de l'État en Guadeloupe. Et c'est ça qui est gênant. On se dit alors, est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir faire en sorte, parce que l'État est un grand patron de la stratégie, ils ont des siècles de colonisation, donc ils ont une stratégie magnifique, il faut le dire. Et je tiens à dire aussi qu'en fait, quand on dit tiens, ça peut être aussi par la stratégie, par la manipulation. Le tenir n'est pas obligatoirement une violence physique. Passe par la violence physique. Donc on peut tenir, le marionnettiste, il tient sa marionnette et il ne lui fait pas apparemment de mal, mais il fait ce qu'il veut. Là, c'est ça qui me gêne, c'est qu'il y a cette version, effectivement, de dire que l'État serait d'accord pour l'autonomie, et en même temps, nous vivons une période où jamais les représentants de l'État n'ont eu une pareille... Je sais pas, on n'imagine pas, même au temps de Sarkozy, des préfets qui puissent avoir autant d'autorité dans le pays et qui soient d'ailleurs aussi rejetés par la population. Donc voilà, nous sommes dans cette problématique, mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, même s'il y a cette volonté d'autonomie, parce que l'affaire Faisan, j'en parle tout le temps, parce que ça, c'est l'exemple type de la stratégie de l'État. Faisan est dans un hôpital militaire, il ne peut pas, on envoie, les médecins militaires envoient régulièrement des états de santé de Faisan, on saisit les tribunaux, je me souviens encore de l'avocat général Valère qui se lève et qui dit « Faisan va mourir ». Et puis, en fait, Faisan sort, il est amaigri, mais il est loin de la mort. Et d'ailleurs, les Guadeloupéens ont dit, Faisan nous a menti. Comment voulez-vous que Faisan puisse mentir dans un hôpital militaire? C'est clair que c'était une stratégie de l'État qui voulait savoir, à ce moment-là, quel était le niveau de rébellion des Guadeloupéens. Donc, l'État l'a fait souvent, ça, pour savoir, voilà. On veut savoir, là, le mouvement indépendantiste. Oui, mais Faisan en 85. Comment? Le mouvement, Faisan en 85. Non, mais je parle de stratégie. Oui. Voilà, voilà. Je veux dire que l'État est un maître en stratégie. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette thèse, elle est nourrie par Sarah. de nombreux analystes. Sarah et ensuite Samuel. Mais c'est vrai, tout ce que dit Harry et tout ce que dit Evita est une évidence. Il y a cette thèse qui circule sur la volonté de l'autonomie de l'État français, qui d'ailleurs est contredite même sur des arguments purement économiques ou purement stratégiques de la place géographique qu'occupe la Guadeloupe, parce que très clairement on est en Amérique, on n'est pas en France. Et se pose cette question-là à ces égards-là, de savoir, parce que, Madame Boissé, on rapporte plus à l'État français que ce qu'il nous donne. Pourtant, on entend souvent dire que le contraire. Nous sommes des enfants gâtés de l'État. Mais ce n'est pas vrai. On leur rapporte, on leur permet d'être une des plus grandes flottes du monde. On leur permet d'avoir une position stratégique, géographique incroyable. Et on permet à l'État français de demeurer un empire. Donc la Guadeloupe, c'est une chance pour la France. Oui. Absolument. Et ce n'est pas l'inverse. Alors, il y a cette théorie-là de l'autonomie et il y a aussi, et c'est vrai ce que vous dites, une présence, une dictature de l'État depuis quelques années en Guadeloupe absolument incroyable. On rogne sur les libertés de plus en plus. Écoutez, Madame Boissy, jusqu'à la semaine dernière,
on voyait un préfet représentant de l'État, une directrice de l'ARS qui discutaient entre eux du ton qu'ils allaient adopter, parfois pas trop paternaliste ou un petit peu autoritaire. Enfin, on parle à des enfants. On parle à des incultes, on parle à des analphabètes, on parle à des catholiques, donc qui ne comprennent rien, étant entendu que le catholicisme est à l'origine de l'esclavage. Mais tout ça, on mélange tout, il n'y a pas de problème, allons-y, nous sommes des imbéciles, on ne comprend rien. Parce que l'esclavage, c'est un crime catholique. Au départ, je sais qu'on va déclencher le téléphone, mais il faut qu'on dise les choses très clairement. Eh bien, vous avez des personnes qui s'asseyent, qui décident de comment elles vont discuter, comment elles vont parler à ces enfants-là, et même pas ces enfants-là, parce que les enfants, on leur apprend, a priori. Quand on va à l'école, c'est pour monter, c'est pour arriver par un ascenseur social, ce qui n'est pas le cas. Là, on parle à des gens qui sont en l'état et qui vont rester dans cet état-là. Nous notons, Evita et moi par exemple, puisque nous sommes en septembre 2021, nous avons 1 année et demie de crise de Covid derrière nous. Donc on constate, on rassemble des éléments, on monte des dossiers et puis on dépose une plainte. On dépose une plainte parce qu'à un moment, il va falloir dire aux Guadeloupéens qui sont endeuillés pourquoi ils le sont et dans quelles conditions ils vont devoir faire un deuil. On ne peut pas faire de deuil quand on ne sait pas pourquoi. Et quand on sait à quel point l'État a failli, quand on sait à quel point l'ARS a failli, on assiste à ces mises en scène, je vous dis, jusqu'à la semaine dernière, et d'un coup, la semaine dernière, eh bien, on a une stratégie de communication qui change. On n'est plus dans le fait de donner des leçons, on ne les donne plus. On parle gentiment chacun dans son coin, mais on n'est plus dans cette position qui est celle qui existe depuis 1 an et demi, la terreur, la crainte, l'infantilisation, le paternalisme, tout ce qui va avec tout cela. Pourquoi ? Parce que, je ne dis pas que nous sommes forts, ce n'est pas du tout ça que je dis. Nous sommes dans une situation où les Guadeloupéens se rendent compte de la façon dont ils ont été traités et de la façon dont cette crise a été gérée. Et eux-mêmes, tous, et Evita peut vous le dire, tous ceux que nous rencontrons dans la rue à longueur de temps nous disent « mais rouleau, bravo, c'est ça pour vous avez fait ». On reçoit des mails de la Martinique qui nous disent « est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» pour ce qui se passe en Martinique, alors qu'on ne connaît pas la situation en Martinique. Nous, ce qu'on sait, c'est ce qui se passe ici. La population guadeloupéenne, au milieu de cette dichotomie entre le fait qu'on parle d'autonomie et qu'en même temps, il y ait cette crise de l'autorité qui se manifeste, mais particulièrement de façon virulente depuis 1 an et demi, en a assez. Elle en a assez parce qu'elle est en souffrance et elle dit qu'elle est en souffrance, mais elle n'a pas de porte-voix. Et vous voyez que quand la population commence sur les réseaux sociaux à s'exprimer, non pas sur les choses qui n'ont aucun intérêt, la vie privée des uns, des autres, ça on s'en moque complètement. Tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun intérêt. Mais quand la population guadeloupéenne dit « il y a un problème », dans ce pays-là, et pour une fois, comme le disait Evita tout à l'heure, sur le chlordécone, on passait presque pour des hurluberlus. Sur le procès des réparations, quand on a commencé, Yves-Lise, il y a 15 ans, Evita, on nous prenait pour des hurluberlus. Aujourd'hui, quand on nous rend les décisions, on nous dit « excusez-nous de vous dire que peut-être vous êtes prescrit, ça nous embête ». Donc, si vous voulez, il y a un rapport extrêmement ambigu où en même temps, on laisse passer des idées et en même temps, on réprime. Et quand au milieu, il y a une réaction extrêmement forte de la Guadeloupe, et on a vu en 2009, moi j'avais jamais vu ça, alors vous l'avez peut-être vu, mais moi j'avais jamais vu 80 000 personnes dans les rues, Madame Boissé, en 2009, sur une population de quoi, 380, 400 000 habitants, on dit ça, c'est énorme. Et à ce moment-là, est-ce que vous pensez que l'État français n'a pas eu peur? Eh bien, moi je vais vous dire que oui, il a eu peur. Eh ben, et il a eu extrêmement justement, on va y revenir tout à l'heure puisque j'ai 2 questions importantes pour vous, juste après que Samuel se soit exprimé.
Oui, c'est vrai, ça me... Alors, l'État, je pense, Harry nous tient encore parce qu'on le voit tous les jours, on le vit au quotidien. La petite nuance avec Sarah, c'est que je dirais que oui, l'État, on fait de l'État français une puissance maritime, deuxième puissance, mais on peut aussi quelque part composer avec l'État aussi pour nous être forts. Alors, c'est compliqué de parler de ce sujet-là puisque il est, pour moi, les intellectuels guadeloupéens, en fait, ce que je n'aime pas, c'est cette rupture systématique. C'est comme si on ne peut pas discuter avec l'État. C'est-à-dire, chaque fois, les Guadeloupéens se retrouvent dans une sorte de posture avec l'État où ils s'affaiblissent eux-mêmes parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent justement tirer du bon de nos relations. Les Guadeloupéens peuvent être dans une relation gagnant-gagnant, gagnant-gagnant avec l'État. C'est où quelque part, elle est tout à fait minime. Le trait, quand il a dit que Sarkozy est venu en 2007, c'est vrai qu'il a dit qu'il est tout sauf fou. De toute manière, il n'inventait rien quand il disait ça, parce que Lucette Chevry avait déjà fait inscrire le département d'Outre-mer dans le... Il y avait une inscription, j'ai envie de dire, sur le marbre, hein, c'est-à-dire c'était écrit qu'on ne pouvait pas avoir de toutes les manières l'indépendance. Pas comme ça en tous les cas. Parce qu'on faisait partie... On ne pouvait pas ou on ne voulait pas? Non, on ne pouvait pas, puisqu'on était inscrit dans le... C'était constitutionnel, sauf à changer la constitution, on ne pouvait pas, la Guadeloupe ne pouvait pas être comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas compris. C'est là que je vois Harry. Comment se fait-il qu'en 2003, on n'ait pas fait... Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a dit que cette période-là où on pouvait bouger était quelque part... ne correspondait pas au calendrier politique puisqu'il y avait une élection. Et lorsqu'il y a une élection, on sait que les gens ne voient pas clair. L'État en Guadeloupe, elle agit, elle nous maintient dans l'ignorance aussi. C'est-à-dire le fait de ne pas informer le peuple. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des informations sur ce que fait l'État en Guadeloupe? Non. C'est fermé, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si les textes vous disent que vous avez... Ce n'est pas vrai. Je prends l'exemple de nos deux collectivités locales, que ce soit la région, le département. Vous pouvez savoir, vous allez sur le site de la région, le département, vous savez ce que le département fait, ce que la région fait. Est-ce que vous pouvez savoir ce que l'État fait? Non. Donc, sur le site de la préfecture? Non, mais l'État dit pas sur les dossiers brûlants. L'État ne communique pas suffisamment et nous garde forcément, j'ai envie de dire, est-ce que normalement à l'ARS, c'est pas quelque chose de fermé. Il devrait y avoir des personnes de la société civile et tout ça. Mais on voit bien que ce sont des décisions qui sont prises, voilà. Bon. Donc, quelque part, l'évaluation des politiques publiques nous permettrait de savoir ce que fait l'État en Guadeloupe. C'est ce qui ne se fait pas. Pour vous donner un exemple, on se bat depuis près de 8 mois pour dire, bon voilà, alors les TPE, les très petites entreprises locales, ou les entreprises locales, il n'y a pas de grosses entreprises. En Guadeloupe déjà, il faut le savoir. Il n'y a pas d'entreprise du CAC 40. On a une économie tellement interconnectée que lorsque ça ne va pas dans le bâtiment, le tourisme et tout ça, mais c'est mort. Donc on est hyper connecté. Donc on a assisté la dernière fois, ça ne s'était jamais vu. Une réunion avec les services de l'État, avec tout ce que la Guadeloupe compte comme comme représentant d'organisations professionnelles. Mais quelles que soient des entreprises de 50, de 2 personnes, de 500, de 200 personnes, vous n'êtes pas plus entendus. Et c'est là que c'est formidable. Je vois très très mal en France comment le MEDEF serait dans une réunion avec le gouvernement et que le gouvernement, quelque part, ne chercherait pas un terrain d'entente avec le MEDEF. Eh bien, ça ne marche pas en Guadeloupe. Donc, lorsqu'on demande... Parce que ça ne marche pas, parce que... Pourquoi? Tout simplement parce que l'État est jaloux de ses prérogatives. L'État ne vous donne pas... Normalement, tout peuple digne doit se lever un jour. C'est vous qui vous levez. Ce n'est pas l'État qui va vous dire... voilà, je vous donne ça, je vous donne... C'est vous qui devez vous lever. On a raté une occasion unique en 2003 de ne pas se lever. On s'est encore couché. Et l'État joue avec ça, parce que l'État, justement, avant, souvenez-vous, avant cette période-là, l'État avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais lorsqu'il y a eu, et que Lucette Chevry, la semaine dernière, a refusé que ce soit par la loi, que le changement passe par la loi, le changement institutionnel, et statutaire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué le peuple a dit non. Quand le peuple dit non,
Et Vital a dit encore une fois, il s'affaiblit. il s'affaiblit. Vous affaiblissez le peuple, vous affaiblissez vos représentants politiques parce qu'ils ne peuvent plus parler. Le peuple n'a peut-être pas compris les tenants et les aboutissants, est-ce qu'il peut dire non? Alors, est-ce qu'il peut dire oui, pardon? Alors peut-être, alors j'ai toujours dit peut-être que la pédagogie on n'a pas assuré une pédagogie, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qu'on traverse, malgré la situation aujourd'hui, il n'y a pas plus de pédagogie. C'est-à-dire, il y a une sorte de vide, une sorte de vacuité des intellectuels guadeloupéens qui à chaque fois font de l'événementiel. Il y a un problème sur la pandémie, ils vont parler un moment, mais pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils ne parlent pas au peuple. Les universités, c'est-à-dire, on a aussi des intellectuels qui s'enferment. Ils sont enfermés dans leur petit microcosme, soit universitaire, mais ils ne parlent pas, ils n'écrivent pas, ils ne produisent pas, ils ne convoquent pas. Lorsque vous avez un peuple en construction, ça ne peut pas être la même notice qu'un peuple français qui fonctionne déjà avec des centaines d'années. C'est ça le retour justement de l'ascenseur social, c'est dire je vais à l'école, je me forme, je suis diplômé, quand je reviens dans mon pays, je joue un rôle dans mon pays. Et je ne m'enferme pas dans ma bulle pour jouer, faire de l'entre-soi. Parce qu'on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et mon problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis parfois, quand je suis avec les services de l'État, on parle, moi, je ne vois pas des gens complètement fermés. Ils vous écoutent. Sauf qu'ils sont limités dans leurs prérogatives. Mais s'ils voient qu'il y a une erreur qu'on fait systématiquement, les Guadeloupéens, lorsqu'ils sont contre l'État, ils sont contre aussi leur politique. Ça ne peut pas se faire. C'est ça qu'on a raté en 2009. Un politique guadeloupéen est un Guadeloupéen. On a besoin de savoir pour faire passer un message. C'est un député, c'est un parlementaire, c'est un président de région. Quand vous affaiblissez, le message que je veux faire passer ce soir, c'est que lorsque vous affaiblissez vos représentants politiques, vous affaiblissez votre pays. Le représentant politique a besoin d'être fort pour exister. Il a envie de... Sa voix doit peser dans le concert des décisions. Alors aujourd'hui, les Guadeloupéens n'ont pas confiance en l'État, ils n'ont pas confiance en leurs élus. Voilà, donc c'est ça que j'ai dit en liminaire, c'est ce que j'ai dit. Et ils ont confiance en qui alors? Alors, aujourd'hui, on fait confiance aux réseaux sociaux. Hein. C'est un phénomène nouveau. Voilà, mais c'est atroce, on fait confiance aux réseaux sociaux. N'importe qui prend aujourd'hui une tribune, peut raconter ce qu'il veut, eh bien, c'est lui qu'on va entendre justement. Parce que forcément, lorsqu'il n'y a rien en face, eh bien, vous avez envie d'entendre ce qu'on vous chante. Et parfois, ce qui vous fait plaisir d'entendre. Parce que parfois, la vérité... Et j'avais retenu un petit propos de Victor Lurel une fois, au WTC, en 2009. Il avait dit, est-ce que nous sommes capables de nous regarder en face? Est-ce qu'on peut se parler? Et c'est ça, pour moi, c'est ça. Il y a des choses que vous direz chez vous, forcément vous serez décriés. On va vous appeler peut-être à l'antenne, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là, celui-là? Mais vous connaissez, on est tous Guadeloupéens, on connaît. Moi, j'entends, je suis dans la rue, j'écoute, je suis avec les élus, j'écoute, je suis avec les chefs d'entreprise, j'écoute. Mais on a une problématique aussi qui est propre à notre fonctionnement, qui est propre à... On a des certitudes parfois sur des choses, et on n'a que des postures aussi. Moi, je ne vais pas fermer la porte lorsque je discute avec un représentant de l'État. Je veux l'entendre, je veux qu'on échange. Non, mais il ne s'agit pas, excuse-moi, oui. Juste pour te dire, il ne s'agit pas de fermer la porte, oui. Mais il s'agit de savoir qui on a en face de soi. Mais si on ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui, c'est nous aussi qui avons un problème. On a des gens, tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des gens qui ont colonisé les peuples, ils ont des siècles d'apprentissage et de techniques. Ok, d'accord. Donc, même lorsqu'il y a eu la départementalisation, pourquoi les Guadeloupéens ont l'impression aujourd'hui que la colonie, elle continue? Et c'est là maintenant la responsabilité de l'État, c'est parce que l'État aussi n'a rien fait pour gommer cette image-là. Mais est-ce qu'il avait intérêt à le faire? Attention. Alors, peut-être qu'il n'avait pas intérêt à le faire, parce que je dis que le pouvoir, ça se prend. Mais vous ne pouvez pas dans un pays, dans quel pays vous aurez vu, où toute une économie, c'est-à-dire tous les chefs d'entreprise représentés, tous les secteurs confondus, mais tous les secteurs disent, voilà, on veut de ça, on pense comme ça, voilà comment on peut faire pour sortir de la crise. Et après, vous avez un ministre qui passe et vous dit circuler. En fait, pendant que vous faites. Oui, mais quand je vous dis toutes les organisations, Martinique comprise, hein? C'est-à-dire, on était avec MEDEF, représentant du patronat Martinique, Chambre de commerce Martinique, Chambre de commerce Guadeloupe. Tous ces gens-là étaient ensemble, on a fait une réunion, mais c'était quelque part historique.
alors peut-être qu'il y a forcément des images là-dessus. Mais on était sur la même longueur d'onde parce qu'on a compris que notre pays était en train de mourir, c'est-à-dire qu'il y avait... Ce qu'on disait au préfet, c'était quoi? Il y a une casse sociale qui se prépare parce que si les entreprises sont dans cette situation-là, on va récupérer de la casse sociale. Voilà comment on voudrait que ça n'arrive pas. Parce que dans un pays forcément, quand vous avez déjà 60 000 chômeurs, si vous avez 30 000 entreprises qui ferment, eh bien, je vous laisse compter ce que ça va faire comme casse, alors qu'on est déjà au-dessus de la moyenne nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, oui, il s'agit de faire sans l'État? Alors, et est-ce que les Guadeloupéens peuvent faire sans l'État? c'est encore moi qui la parole? Attends, Non, allez-y, allez-y, parce que là, je m'arrête plus. Allez-y. Juste préciser, sans l'État français. Oui. Parce que ça n'existe pas un pays sans État. Oui, sans l'État français. Ah, oui, ben d'accord. Oui. Non, mais il fallait le Alors préciser. moi, c'est pour ça que je dis... Non, alors je dis c'est sans l'État Alors, même. sans- Parce qu'aujourd'hui... sans l'État, mais ça n'existe notre pas. posture veut aujourd'hui que ce soit sans l'État. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, nous sommes contre les représentants de l'État, c'est vrai, à raison pour certaines choses, mais nous sommes aussi contre nos représentants, je le vois tous les jours. Et faire de la politique en Guadeloupe, c'est tout un art. Oui, mais nos élus ne représentent pas l'État. Non, mais ils ne représentent pas l'État, mais je dis que s'il y avait... État. Non, je veux dire que si on était indépendant, on aurait eu un État guadeloupéen. Il y aurait forcément eu un État. Non, il y aurait eu des gens qui auraient pris des décisions. Samuel, Il y aurait, voilà. Au niveau de légitimité auquel sont nos élus, parce qu'il faut voir comment ils sont élus aussi. Avec quel taux d'abstention? Il y a quand même un problème de légitimité. Pas moins que le président français. Hein. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais il a un problème. 24%, je crois, 24%. Ah oui, mais donc on n'est pas... Mais il y a un vrai problème. Élu à, je sais pas, à 60%, mais il y a un vrai problème de légitimité. Et finalement, les gens qui te représentent aujourd'hui ne sont pas forcément les gens que tu voudrais voir porter ta voix ou ta parole. C'est ça aussi le débat, Samuel. Donc, que les gens qui pensent avoir des solutions s'impliquent dans la chose politique, qu'on ne fasse pas la politique de la chaise vide, parce que c'est vrai que je rencontre beaucoup de jeunes, des gens qui seraient... Et qui sont bourrés d'idées, qui ont plein d'idées et plein de talents. Voilà, ils seraient, mais par contre, je ne sais pas si ça passerait le suffrage universel. Non, moi non plus. Je ne suis pas sûre. Parce que finalement, quand j'écoute, il y a un fait certain. J'écoute la démonstration. Et finalement, chaque démonstration a sa part de vérité. On décrit des faits. Samuel a décrit des faits, incontestablement. Ce qu'il dit, c'est la réalité. Et nous avons assisté à... Jusqu'à présent, tout le monde décrit des faits qui sont des réalités. Et c'est là où moi je suis inquiet. Parce que ça fait un moment où moi je me dis, mais la solution c'est quoi? Parce que justement, le problème, pour moi, je suis sorti du débat État. Parce que je vais vous dire une chose qui est simple. Quand je fais l'analyse globale, justement, je me dis ce qui manque en Guadeloupe, c'est qu'un peuple se détermine. Parce que dans tous les pays du monde, des peuples ont été colonisés partout. Il y a eu de la pression partout. Le colonialisme a été international. Ça a pompé les gens partout. On a colonisé, massacré, exploité. Mais il n'y a pas longtemps que l'Amérique faisait guerre au Vietnam. A massacré les gens au Vietnam. Il n'y a pas longtemps que l'Amérique vient de sortir des gens. On fait comme s'ils n'avaient jamais fait guerre avant. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont tout le temps mené leur guerre. Ces pays-là ont tout le temps fait des guerres. Bon, je ne sais pas contre qui on en Afrique. C'est le djihadisme vraiment. Ou si c'est, on se positionne, on fait de la stratégie, on fait tout ce qu'on veut. La Guadeloupe, quand je reviens à ça, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Aujourd'hui, et ça pour moi c'est l'élément clé parce que je sais que dans les années 80, sur mes positions je disais toujours, j'arrêterai de penser comme je pense ou d'avancer comme j'avance le jour où on interrogera le peuple guadeloupéen et qu'il aura la liberté de s'exprimer. Il a été interrogé, s'exprimer, et pire que j'aurais jamais à penser. Pire que j'aurais jamais pensé. Donc, pour moi, déjà, il y a eu un frein et on a remis en question et réanalysé le tout. Et aujourd'hui, quand je regarde, on parle de l'État. Mais je vous dirais que, peut-être que vous avez une très bonne lecture, mais moi, je suis perdu dans ma lecture du peuple guadeloupéen. Je suis perdu. Parce que je cherche à comprendre. Mais moi, je ne comprends pas et je peux vous garantir, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à penser qu'à combattre pour ce peuple-là.
j'ai mené les combats comme je pensais que je pouvais les mener. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Les années 80 à 90, écoutez, je vais rapidement dire une chose. Hein. Je me souviens qu'Henri Amédien m'appelle, il est 16h à mon bureau. Il me dit, Henri, sortira de témoin, et il ne pas prendre ligue. Bon, je dis, ah bon? Non, mais on est en 80, 86, 87. Il ne va pas prendre ligue. Bon, je dis, bon, Henri, elle a dit, bon, oh là, il a dit, bon, dans le coin, mais bon, bien chaud. Elle a dit, bon, est-ce que nous pouvons voir nos grands camps, là, comment c'est fait, nous, on récupérer nos grands camps, côté Lafage. Bon, il me dit, ok. Quand je sors de mon bureau, je le récupère, et nous, quand partir, il faut le cacher, parce que le problème, il est en entier, il faut se cacher. Bon, c'est fini tout ça. Mais ce que je veux dire, à ce moment-là, moi, il y a une chose que j'ai retenue. Il me dit, il y aura tes Luc, parce que Luc, t'es qu'à fond footing, ces mouns-là, barré Luc, parce que ces gendarmes-là, déjà côté Kaza, ils dit, tension, il y a là. Mais moi, je veux dire, pendant cette période-là, où tout était quand même assez chaud, mais moi, ce que je retenais, c'est que le Guadeloupéen, bizarrement, il ne sortait pas avec un drapeau indépendantiste, mais il dénonçait jamais personne. J'ai eu des réunions à mon bureau, 16e étage de la tour, avec Luc Renet, recherché par toutes les polices, avec Amédien, recherché par toutes les polices. Il y a une seule porte, un seul truc. Si on veut les prendre, on les prend. Et je suis sûr qu'il y a une descente à mon bureau une fois, et je suis sûr que c'était force de l'autre. Parce que ma porte n'a pas été défoncée, on est parti avec mon lecteur cassette et le d'une mini-chaîne Pioneer. Et on a laissé l'argent, j'avais des dollars et des francs, on les a laissés sous le bureau. C'était pas un braquage. Bon. Bizarrement, pendant cette période, messieurs, je n'ai jamais entendu qu'un Guadeloupéen a dénoncé, et ces gens-là, on les voyait quand même. J'ai jamais entendu qu'un Guadeloupéen a dénoncé ni Luc ni Magène, parce qu'ils les ont vus dans les... Qu'est-ce qui a changé alors depuis? Justement, nous avons décortiqué l'État, mais moi, je pense que la solution commence par essayer de régler notre problème guadeloupéen. Parce que ça, c'est ce que j'appelle le combat identitaire. Il y a une réaction d'office. Des gens vont au combat, on appuie. Eh bien, vous savez une chose, on a couillonné. Pour moi, la première victime de ça, pour moi, c'est Jacques Chirac. Et je vous dis, je n'étais pas du tout le bon ami de Jacques Chirac. Mais je vais vous dire une chose, pour bien comprendre. Quand il a été élu en 1995, Jacques Chirac, je rentre dans l'avion, je me retrouve avec Aldo Blaise. Je peux le dire clairement, parce que c'est des choses qui ont été vécues comme ça. Donc, je ne dis pas, j'invente pas un truc. Je rentre dans l'avion et je lui dis, on est mal barré. Maintenant, Chirac prend le pouvoir. Rien ne changera dans le pays. Vous imaginez, je lui ai dit ça. Et il me dit, c'est marrant que tu dis ça. J'étais à une fête hier, Jacques Chirac, et il a dit une phrase qui était surprenante. Il a dit, maintenant, on va finir la décolonisation. Alors, par contre, il peut dire peut-être un mot différent, mais c'était ça que j'avais bien compris. Et je lui dis, ah bon? Et j'ai toujours gardé ça en tête, parce que je me disais, c'est marrant que monsieur ait dit ça. Mais quand vous regardez la suite, 1995 à 2003, Chirac a évolué dans ce sens-là. Il a évolué, donc ça a été constant. Et même avec Jospin, Premier ministre, ça a été constant. Nous, mon problème, je n'arrive pas à lire le peuple guadeloupéen. On a parlé de stratégie. Je ne vois pas quelle stratégie développer dans ce pays-là. Il faudrait pouvoir mettre en place une stratégie. Oui, une question. Oui. Est-ce que tu penses que maintenant, tu viens de... Oui, effectivement, pendant la période de Luc Renet venait à Vendredi Pichon. Donc, je veux dire... Voilà. Recherché par toutes les polices. Personne ne l'a dénoncé. Et même, il y a des gens... Vraiment, on ne pourrait pas s'imaginer qu'ils puissent aider Luc Renet et ils l'ont aidé. Donc, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que tu dis il n'y a eu aucune dénonciation. Mais est-ce que tu penses maintenant qu'il pourrait y en avoir? À l'heure où nous parlons, maintenant. Non, mais moi, c'est la question. Non, mais tu sais. Je pense que oui. Tu penses que oui? Non, mais attends. Bon, non, quand je dis ça, ce qui me pose problème. Non, je refuse d'être dans une situation figée. Oui, nous sommes d'accord. Pour moi, quand tu es à ce stade, ça veut dire que tu vas dans une évolution. Et pour moi, il y a avec une seule... Ton évolution, c'est que de plus en plus... Parce que finalement, on demandait quoi, ce milieu-là?
On demandait plus de l'indépendance. Alors, à la rigueur, quand tu n'y arrives pas, mais tu donnes plus d'autonomie, etc. Mais il ne faut pas oublier, on sort de là, on avance. Mais quand on arrive à un moment où on croit que le peuple guadeloupéen est personne... Mais je me souviens, quand on a lancé le débat institutionnel, de ce débat statutaire, mais ça ne nous est même pas venu à l'idée que la Guadeloupe allait voter. Exact, c'est exact. Et on craignait que la Martinique Ne vote pas. ne vote pas dans le bon sens. Ouais. Mais pour nous, la Guadeloupe, c'est réglé. Et je suis là qui était pareil. Tout le monde est pareil, c'est entendu. Ce peuple est en avant. Ce peuple est au combat. Ce peuple veut Vous aviez la mal responsabilité. apprécié le Eh bien peuple. voilà, on s'est planté. Mais non, mais tu sais, Harry, on est en période électorale et de l'autre côté, tu as des argumentaires bidons qui viennent expliquer qu'on va plus toucher le RSA, qu'on va plus toucher les aides de l'État. Mais on est d'accord. Permets que je t'apporte une réponse à ça. Mais- En Martinique, on a sorti sur France Antilles pendant 1 mois et demi, 2 mois, une page entière de publicité. Si vous votez, oui, pas de RMI, pas de ceci, vous ne mangerez pas le matin. Ouais, enfin, parlait c'était- de RMI à l'époque, c'est vrai. ici en Guadeloupe, il n'y a eu aucune page de publicité. Non, mais il y a eu des Rien. politiciens qui Alors, faisaient des meetings ça, là-dessus. c'est Ah oui, autre chose. ah oui, Harry. Non, il n'y a Ah pas oui. eu des. Ah Il n'y a pas oui. eu des. Il y a Ah eu oui. un policier qui a mené Qui a cette bataille. mené Et cette qui était celui bataille-là. qui voulait plus d'autonomie. Ah oui. C'est seul. Mais alors là, mon cher, si vous avez dans votre peuple des situations de ce genre, c'est votre responsabilité. C'est votre peuple. Ce sont des gens de votre peuple. Là, maintenant, il faut qu'on soit clair. Hein. Il y a des comptes qui se règlent en interne. Oui. Moi, je regrette, hein, messieurs. Ça, c'est interne. C'est pas l'État français ou ça, là. hein. Ça, c'est clair. C'est interne, On est messieurs. d'accord avec Ça ne toi, doit pas, oui. ça ne devait pas, et ça, en aucun cas, ça devrait se faire. Je m'étais fait réguler, même à mon bureau, parce que j'avais pris des positions très sèches et très, très publiques sur ça. On a dit, mais on ne travaillera plus. Moi, je n'ai jamais demandé à la région pour travailler. On a dit, je prends des positions qui ça met en cause l'entreprise. Mais non, moi, j'ai jamais été demandé quoi que ce soit pour demander du travail et jouer le jeu de qui que ce soit. C'était inadmissible. Mais n'empêche, j'apporterai quand même un bémol. À partir d'une chose, Evita le sait, elle l'a déjà dit, celui dont on parle, il est parti d'une tendance plus qu'autonomiste pour arriver là pour une seule raison. Les sondages annonçaient que le peuple guadeloupéen n'y allait pas. Donc, il faut être clair. Hein? Nous avons... Parce que moi, je dis, on est tout en train de faire un procès que je n'aime pas. Dans le sens où, ce que je veux dire. Mais je n'oublierai jamais, la mère de Capesterre d'époque a dit, moi j'étais bien pour, mais je vois que les Guadeloupéens, ça ne les intéresse pas, moi je laisse tomber. Mais elle a dit ça tout naturellement. Madame... comment ça s'appelle? Bourgeois miraculeux. Miraculeux, ouais. Miraculeux. Elle a dit ça, mais j'ai entendu ça, c'est pas qu'on me l'a dit. Elle l'a dit devant moi. Mais oui, mais elle disait, mais le peuple, mais c'est ce qu'on a vu se faire. Moi, j'ai vu plein d'élus qui étaient à l'écoute, qui ont organisé des réunions, qui ont fait venir Fred Déé, qui ont fait une qualité pour expliquer. Mais ce qu'on Le attend peuple, au d'un fur et à élu- mesure, le peuple... Oui, mais ce qu'on attend d'un élu, Donc- c'est qu'il montre le chemin. Il n'est pas là pour Mais il suivre. faut- Ah Sinon, oui, mais- c'est pas la peine d'être élu. Non, alors il y a une nuance. Alors il y a une nuance là aussi. Il y a une nuance là aussi. Ton C'est élu qu'ils n'y a été croyaient pas qui? vraiment. Alors, on revient quand Je même fais- à non, notre tu sais, j'ai une thème. nuance là-dessus, hein, On revient parce que à notre je sais que j'ai thème. déposé un micro à Montagnard à L'État cause de ça. tient-il Quand j'ai ou commencé à expliquer, un type m'a soutient-il la insulté, j'ai déposé le population micro contre chez moi. guadeloupéenne? Il dit, moi, le système Nous va allons se dérouler. revenir à notre thème. L'État Oui. tient-il ou Ah, vous soutient-il y la êtes. population Mais on y est. guadeloupéenne? Oui, on a complètement oublié ce thème, mais il faudra y revenir. Et ça sera juste après une courte page de publicité. Nous revenons au sein de notre émission et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont fidèles en Guadeloupe mais aussi ailleurs à cette émission Que les choses soient dites, et c'est le moment où vous aurez la possibilité de nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche d'ores et déjà sur l'écran de votre téléviseur. Et nous revenons aussi avec nos invités. Et je dirais même pas nos invités, puisque ce plateau leur appartient. Ils ont à charge d'échanger sur ce thème qui est pour le moins, je dirais, épineux. Un thème, j'espère que vous allez apprécier et surtout que vous en tirerez quelque chose de positif. Donc, l'État tient-il ou soutient-il la population guadeloupéenne? Et je reviens, il me semble que c'était Sarah ou Evita qui voulait s'exprimer, ou Samuel? Ouais, Samuel.
C'était Samuel qui voulait s'exprimer. Alors, on y va, Samuel. Ah bon, ben, c'est quoi la question? Alors non, mais si vous voulez, vous réagissez comme vous le souhaitez. Pas de problème. Alors, je reviens sur pouvoir s'exprimer tout à l'heure. Je reviens sur ce qu'a dit Harry, quand il dit qu'il ne comprend pas, c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai que je sens ce la qui déception. se passe où on ne comprend pas. Aujourd'hui, les ceux qui se sont Guadeloupéens. battus doivent ne rien comprendre de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et on est en train d'assister à des phénomènes un peu récents aussi. On n'avait jamais vu en Guadeloupe divers organes syndicaux et populaires s'entrechoquer. On a vu ça récemment devant les portes du CHU, on n'avait jamais vu ça. Il y avait une sorte de respect pour la chose syndicale parce qu'on parlait le même langage, même si les syndicats n'étaient pas sous la même bannière, mais il y avait ce respect. Aujourd'hui, on voit des gens qui osent s'affronter devant les syndicats, on n'avait jamais vu ça. Donc là aussi, il va falloir analyser ça. Et est-ce qu'on va avoir une sorte d'oclocratie où c'est pas le peuple, mais c'est la foule qui a le pouvoir? C'est ça qui m'effraie. Parce que forcément, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on ne comprend pas comment on est sorti de là, où il y a des gens qui nous ont construits, qui nous ont fait comprendre qu'on avait besoin de liberté, qu'on avait besoin d'autodétermination, arriver à un peuple justement qui s'est couché, mais en même temps qui se lève, parfois c'est la foule, c'est le langage de la foule qui passe. Donc il n'y a plus de leader. Il faut dire une chose, et pourquoi la Martinique était différente? Parce que vous aviez un père qui servait de lien entre la nation, qui était, d'ailleurs pour moi, c'était ça, que ce soit Aimé Césaire, que ce soit Lucien Chevry, c'était des gens qui étaient capables d'être des autonomistes, de vouloir l'autodétermination de leur pays, mais en même temps d'être de grands, ils discutaient avec la France. Et ça, c'est devenu très très rare, où les gens sont complètement, alors c'est clivant, donc je ne veux pas entendre parler de tout ce qui est État, ou je me dis je suis complètement État. Donc, c'est cette intelligence-là qu'avait Césaire, lorsque Césaire d'ailleurs refuse de recevoir Nicolas Sarkozy, et le président de la République à l'époque, il n'a pas pris ombrage de ça, il ne s'est pas trouvé, il n'a pas été offusqué. Au contraire, bien au contraire, il a demandé à ce que Césaire change d'avis. Donc, même les chefs d'État sont quelque part, comprennent que on ne peut pas faire de peuple sans un pouvoir, on doit partager le pouvoir. On doit partager le pouvoir avec la France. Moi, c'est ça que je dis. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure, puisque nous avons déjà des appels de téléspectateurs. Nous essaierons de cheminer avec tous ces appels. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous appelle de Cap-Bello. Mon prénom, c'est Florence. Oui. Allez-y, Florence. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à M. Ancelade qui disait qu'il est très déçu par rapport à la réaction au vote, c'est-à-dire que moi je pense aussi que la population guadeloupéenne, il faut d'abord se poser la question sur le peuple guadeloupéen. Est-ce qu'il y a un seul peuple ou plusieurs peuples? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que lorsque une partie d'individus, des individus décident à la place de la population, est-ce que la population est prête à ce moment-là? Et est-ce que, parce que la population s'exprime justement par un vote et qui dit non, est-ce qu'on devrait être déçu ou tirer des leçons pour voir comment changer ce vote? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en formation juridique et je dois avouer que je ne comprenais rien du tout et pourtant je faisais du droit à ce que les gens racontaient en fait. Donc, imaginez une population qui est, pour la plupart, qui n'a pas fait beaucoup d'études, et on leur parle on va leur enlever de l'argent, on va faire ceci. Donc, plutôt que de prendre la population dans cet aspect négatif, se dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, ils ont voté non? Parce que ce n'est pas parce qu'on a été très déçus qu'il faut dire que la population a eu une réaction inattendue. Si la réaction a été non, c'est qu'il y a une cause. Et tant que vous n'allez pas chercher cette cause, vous ne pourrez jamais changer et vous ne pourrez pas non plus comprendre cette population guadeloupéenne qui est diverse et multiple. Voilà. Mais merci. En tout cas, merci pour ces échanges et je continue à vous regarder avec plaisir. Merci, madame. Merci. Alors moi, je voudrais rappeler quand même
Tout d'abord, un peu pour répondre à Harry, que je pense que comme les civilisations, les peuples sont mortels. Et je pense que le peuple, quand je dis peuple mortel, ça veut dire que le peuple que nous connaissons maintenant, dans lequel d'ailleurs nous sommes nous-mêmes, il n'a rien à voir avec le peuple peut-être des années 1920. Donc c'est ça aussi. Moi, je ne pense pas que ce soit le même peuple, puisque le temps est passé, il a été rongé par d'autres cultures, et Madame vient de dire d'ailleurs que est-ce qu'il y a un seul peuple ou plusieurs peuples? Ça aussi, c'est intéressant, mais là, on va tomber dans le débat communautariste. Il y a, il me semble, une vraie question à se poser, de savoir, est-ce que le peuple, c'est vrai qu'on peut jeter un regard romantique sur une certaine période, avec des gens capables de braver, de dire, voilà, je suis prêt à faire 25 ans de prison. Voilà. Est-ce qu'on pourra le retrouver? Pourquoi on ne peut peut-être plus le retrouver? Parce que ce n'est plus justement le même peuple. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, Madame dit la cause. Moi, sincèrement, je pense que la cause de 2003, tout le monde l'a pu l'apercevoir, c'était la peur. Parce que si les gens n'avaient pas eu peur, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas accepté que le Conseil général soit supprimé et qu'il y ait, parce qu'ils ont toujours connu qu'une seule collectivité pendant très longtemps, c'était le Conseil général. Donc, je veux dire... Elle dit surtout qu'il faut essayer de comprendre justement, pourquoi la population a dit non. Non, elle dit... Voilà, et moi je dis que la cause première, c'est la peur. On a distillé la peur, le sentiment que, en fait, la France, quelque part, c'était une forme de piège. Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'un des meneurs de l'affaire du non a dit, en pleine assemblée plénière, il a dit oui, parce qu'on lui reprochait, etc. Il a dit oui, mais il y avait une petite phrase. Il y avait une petite phrase dans les questions posées. On sait qu'en politique, la politique non, de la je veux dire par là, existe depuis longtemps. Non, c'est sûr. Mais de dire qu'il y a une petite phrase qui pourrait avoir pour conséquence que ça entraîne l'indépendance, c'est pas sérieux. Moi, je pense que la cause première, c'est que ceux qui étaient pour, les élus qui étaient sincèrement pour, je dis bien sincèrement pour, parce que beaucoup étaient pour, parce que le boss était pour. Donc les élus suivaient. Mais comme vient de dire Harry, il y a des élus qui disent « Ah ben mon peuple n'était pas trop chaud, donc j'ai pas fait grand-chose. » Nous repartons du côté du téléphone. Donc, moi je pense que c'est la peur, principalement, qui a fait que les gens ont décidé de ne pas, peur d'être dans l'indépendance. On leur a dit Haïti, la Dominique, etc. Il n'y a pas, je veux dire, et puis, effectivement, il y a des gens aussi qui n'ont pas d'intérêt à cela et qui vivent en Guadeloupe. Il y a ça aussi, mais ils sont une minorité, donc c'est pas ça qui a emporté le non. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, allô, monsieur. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. 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 Oui, je voulais intervenir parce qu'effectivement, j'entends que vous avez des personnes qui parlent effectivement. Mais moi, je suis, comment dirais-je, quelqu'un de Guadeloupe qui fait de la partie de la société, si vous voulez, d'en bas. OK? Mais je constate en Guadeloupe que nos intellectuels qui ont été faire des études, parmi eux, souvent, leurs parents ne savaient peut-être même pas lire. Il y a ceux qui sont devenus médecins, qui ont fait des grandes études d'avocats, mais ces gens-là, je trouve qu'ils sont devenus très éteints, ils sont oubliés d'où ils sortent. Et ils n'ont pas fait de transmission. Je vous donne un exemple. Avant, en Guadeloupe, il n'y avait pas de centre de FPA, il n'y avait pas de centre de formation. On a eu des charpentiers, on a eu des maçons, et la Guadeloupe a été construite après l'esclavage par les Guadeloupéens. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais les enfants des Guadeloupéens qui ont fait des études, on voit ça aujourd'hui. Ils ne regardent pas ceux d'en bas. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de, comment puis-je dire ça? On devrait éduquer ce peuple, parce qu'on parle de l'autonomie, de l'indépendance. Mais on peut prendre des exemples. On prend l'exemple des pays comme la Suisse qui est dans l'Europe et qui, en même temps, ne fait pas partie de l'Europe.
Je pense qu'un pays, c'est l'intelligence et le travail. Il y a des pays, ils n'ont rien comme matière première. Alors d'autres pays sont bourrés de matières premières, on voit leur état. Donc, je pense que l'indépendance ou l'autonomie, c'est une question d'intelligence, d'un ensemble. Il faudrait que, aussi en Guadeloupe, on se laisse piéger dans l'individualiste. On veut faire tout seul. Et on ne va pas loin tout seul. On va loin en équipe. Et c'est ça le problème de la Guadeloupe. Et je prends des exemples des petits pays. On voit aujourd'hui, là, le mec qui est un petit pays, mais qui envoie des denrées en Guadeloupe. La Guadeloupe, d'antan, les gens travaillaient. Aujourd'hui, avec l'assistanat, comment voulez-vous qu'on puisse se développer? Je ne dis pas qu'il n'y a pas une certaine mérite, qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le mérite. Mais certains intellectuels, par exemple, je crois, au niveau des communes, des maires, ils ont abruti la population. Tout le monde veut travailler dans les communes. Et on voit qu'est-ce qui se passe. C'est l'hypocrisie. Quand les gens arrivent à la retraite, ils ont 500 € de retraite. Mais les maires, le plus souvent, les maires, ils ne sont pas agriculteurs, ils ont des terres agricoles. C'est ça, il faut qu'on se dise des choses en face. Et on prend les gens pour des cons. Et je pense qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qui explose, des détournements de fonds, comment est-ce que ces gens-là, sur ce Guadeloupéen, quand ils vont guetter une commune, les communes font des prêts alors que le peuple ne savent même pas qu'est-ce qui vont rembourser ces prêts-là. On a vu à un moment donné, la ville du Bouzy avait un prêt à taux variable. Vous pensez que le commandement aux abîmes, c'est comment ça fonctionne? Eh bien, il faudrait... On voit aujourd'hui, quand quelqu'un est élu, il vient pour s'enrichir. Et ça continue. Comment voulez-vous qu'on puisse se développer comme ça? Et encore, il y a une histoire aujourd'hui en Guadeloupe. Vous allez à Saint-Claude, il y a plein de jeunes qui pouvaient faire des choses intéressantes, qui se retrouvent débiles. Avec quoi? Avec des produits illicites. Personne n'en parle, ça n'aura personne. Et ce sont nos enfants. Le plus souvent, il y a des parents qui sont aux abois chez eux. Parce que leurs enfants, qui devraient être quelqu'un dans la société, ben, ils ont touché à des choses qu'ils ne devraient pas, et ils se retrouvent à l'asile. Et il y a plein de parents, parce qu'on parle, mais il y a des problèmes cruciaux dans ce pays-là. Et je pense que si nous ne faisons pas garde, comme disait Bernard Tapie, ben, les enfants de ces gens-là qui se disent intellectuels, et bien leurs enfants deviendront aussi délinquants. C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels en Guadeloupe, mais ils se sont au-dessus du soleil. Merci, monsieur. Merci pour cette intervention. Merci à vous. Alors, oui, réagir. Réagir sur ce que dit le monsieur, parce qu'il ne dit pas tellement... il dit presque ce que disait la téléspectatrice juste avant. Et ça, peut-être que ce sujet-là mériterait un vrai débat à lui tout seul. Pour une émission. Voilà, pour une émission. Ah oui. Je pense l'avoir dit au début, on a un problème avec nos intellectuels, avec nous-mêmes. Je regarde en France, vous avez des philosophes, des jeunes philosophes français, les noms m'échappent, mais qui tous les matins font une émission, qui prennent les sujets complexes de philosophie pour les rendre accessibles au peuple. L'intellectuel guadeloupéen fait tout à fait vous avez l'impression, lorsque vous entendez un Guadeloupéen sorti de ses études, qu'il ne sait même plus comment parle son peuple. Et c'est vrai que la dame l'a dit au début, lorsqu'on parlait de loi organique, on a tellement complexifié le fait de dire aux gens... Qui a complexifié? Alors, l'encadrement, parce que je vais dire une chose. Autant qu'en métropole, vous avez des technocrates, des gens de l'ENA qui sont là et qui font le job pour les élus, pour le président de la République, pour les ministres, on dit avec qui dirige un tel. En Guadeloupe, c'est la même chose. Vous avez l'encadrement technique a aussi une lourde responsabilité dans ce qui arrive, parce que souvent j'entends parler de l'élu. Oui, mais l'élu derrière lui, parfois, il donne la direction, mais la personne qui fait tourner la boîte au quotidien, ce sont les DGS, ce sont les... Mais ces personnes doivent se remettre en cause aussi pour que la chose politique soit accessible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a l'impression, moi, j'ai des amis qui sont à des postes, j'ai l'impression parfois de ne pas avoir affaire à des Guadeloupéens quand je les entends parler.
Parce qu'ils ont même, le vocabulaire même ne correspond pas à ce qu'un Guadeloupéen pourrait entendre. Donc ils prennent un problème simple et vous le complexifiez au lieu de prendre un problème complexe et de vous le simplifier. Donc ça aussi, on pense que ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose de forcément, il faudra trouver un moyen pour faire comprendre que lorsqu'on veut faire avancer son pays, on se doit, parce qu'il a parlé aussi d'individualisme. Et je vous dis, le sujet il est vaste. Individualisme, vous avez des jeunes. C'est vraiment un sujet, voilà, d'une émission. C'est plus complexe qu'on ne le croit. Mais moi, je crois à l'éducation, mais dès la maternelle. Moi. Alors, nous partons du côté du téléphone et je reviens avec Harry. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, alors j'ai du mal à vous entendre, donc je vais essayer de parler malgré tout. Voilà, donc bonsoir à l'ensemble de votre plateau. Bonsoir. Alors vous me pardonnerez parce que je n'ai pas pris l'émission depuis le début, donc j'ai peut-être raté des choses, mais enfin, ce que je voulais dire, tout à l'heure quand vous avez parlé de peur, c'est vrai qu'on a fait peur à la population, enfin si on revient sur les événements de 2003, on a fait peur à la population, mais je dirais qu'au-delà de la peur, c'est surtout, moi je considère qu'il y a eu une forme de trahison. Parce qu'en fait, vous aviez une quantité de personnes, un certain nombre de personnes qui étaient embarquées sur un même bateau vers une même direction. Et simplement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est démarqué et qui, pour moi, a trahi l'ensemble des personnes qui étaient sur ce bateau. Et cette personne, rappelez-vous, n'avait qu'une envie, que c'était en fait être président de région. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour satisfaire, en fait, son envie, donc personnelle, j'ai presque envie de dire, voilà, il a trahi l'ensemble des personnes qui étaient sur le même bateau. Et je constate que pour moi, depuis 18 ans, je regarde le chemin qu'on aurait pu faire en 18 ans si on avait opté pour le oui, ce vers lequel on se dirigeait. Et je crois que globalement, les explications avaient été faites au peuple et que je pense que globalement, si on n'avait pas mis cet aspect de peur en faisant croire aux gens qu'ils n'auraient plus le RMI, je crois qu'au-delà de ça, on aurait probablement avancé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être, elle est morte il n'y a pas si longtemps de ça, Madame Chevry, c'est peut-être son plus grand regret, c'est peut-être d'avoir raté cela. Ce que je pourrais dire, au-delà de ça, c'est qu'en fait, il y a une question qui m'interpelle. Est-ce que, parce que effectivement les gens ont voté pour le non, est-ce que 80% des Guadeloupéens perçoivent leur salaire au travers de l'État? Non. Il y a bien des entreprises en Guadeloupe, il y a bien des gens au-delà de l'aspect, on va dire, fonctionnaire, et du RMI. Il y avait d'autres personnes en Guadeloupe qui travaillaient. Donc, est-ce que c'est un élément qui a pu faire peur aux Guadeloupéens? Ça, je m'interroge. Sur le sujet. Enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est que notre peuple, comme une dame l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on cherche peut-être toutes les raisons qui font qu'à un moment donné, notre peuple prend une décision. Parce que cette même personne qui a trahi, pour moi, ceux qui étaient sur le bateau, rappelez-vous, après le mouvement du LKP en 2009, elle a été réélue sans difficulté et au premier tour, et se vantant même d'être le seul à avoir été aussi bien élu au premier tour. Donc, toutes ces choses-là m'interpellent. Et je dirais, en fait, que nous avons les élus que nous méritons, mais je voudrais rappeler, pour mémoire à certains Guadeloupéens, qu'il faudrait peut-être aussi regarder certaines choses. Je voudrais dire que je me rappellerai toujours la période où Madame Panchard a été ministre de l'Outre-mer. Tous les mois, rappelez-vous, tous les mois, elle avait droit à une question de la part de cette personne concernant le prix de l'essence, le prix de l'augmentation ou de la baisse de l'essence. Tous les mois, on avait droit à un laïus. Rappelez-vous que cette même personne a été ministre des Outre-mer et il n'y avait aucune question. Et pourtant, elle était aussi bien concernée que Mme Panchard quand cette personne était ministre de l'Outre-mer. Il faut qu'on se pose des questions et il faut qu'on regarde les choses avec, je pense, objectivité. Dernière chose que je vous dirais, c'est ce qui me peine le plus, c'est quand je vois régulièrement
sur votre plateau, intervenir dans Focus, M. Bougré, sur la partie énergie renouvelable, en particulier la géothermie. Quand je vois, parce qu'il l'a déjà dit, il l'a déjà exprimé sur votre plateau, comment le projet, parce que ce projet-là intéressait des Guadeloupéens, et notamment lui, et qu'il y avait des démarches de mener pour qu'on puisse acquérir la centrale géothermie, et qui a fait capoter, je vous le donne en mille. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et bonne soirée. Merci, monsieur, et restez surtout à l'écoute de cette émission. Et bien sûr, vous avez dit des choses, nous avons beaucoup d'appels, mais nous sommes pas trop loin, on va dire, de la fin de cette émission, et il faudra bien répondre à cette question. Donc il y aura les appels, et puis je ferai un petit tour avec vous sur la question, et je débuterai avec Sarah. Alors Sarah, les Guadeloupéens ou l'État tient-il ou soutient-il la population guadeloupéenne? Bon, alors je vais essayer de faire le plus simple possible. L'État ne soutient pas la population guadeloupéenne, à mon sens, même si on a eu un vaste débat et que c'est très manichéen de répondre comme ça ou comme ça, Yvelise. Mais on est dans une situation où on est presque soutiré par l'État français et qui finalement nous tient à de nombreux égards. Mais ce que je note, moi, qui me paraît extrêmement important, ce sont les dernières interventions que je viens d'entendre. Et c'est vrai que ça devra certainement faire l'objet d'un débat, mais qui nous montre à quel point on a un problème entre nous-mêmes. À quel point la peur est quelque chose de contagieux et peut faire basculer une opinion d'un instant à l'autre. Je crois que il faut qu'on ne soit plus pétri de certitude, mais au contraire qu'on soit pétri de conviction, et c'est malheureusement le contraire qui arrive. Parce que si on était convaincu véritablement qu'on voulait aller dans une direction, on l'aurait atteinte. Pas parce qu'on avait la certitude qu'on voulait aboutir à autre chose. Pour répondre à ce que viennent de dire les 3 personnes qui ont appelé et dont le message était assez clair finalement, surtout le dernier. L'État français a réussi une chose, Madame Boissé, c'est à nous mettre dans une situation où on ne se comprend plus nous-mêmes, où on ne sait plus se parler, où on parlait tout à l'heure de cette valeur qui a disparu, la valeur travail, la transmission qui n'existe plus, la solidarité qui n'existe plus entre nous. J'ai entendu le terme individualisme. On n'a pas été élevé comme ça. On a été élevé dans une société où le voisin pouvait s'occuper de vous pendant que vos parents n'étaient pas là. Votre grand-mère pouvait être là ou vous laisser à une amie. On a été élevé comme ça. Et on nous apprenait que ce qui était fondamental dans l'existence, c'était le respect, le travail et la dignité. Aujourd'hui, on nous apprend finalement que si on ne travaille pas beaucoup, ben, ce n'est pas très grave parce qu'on sera soutenu, on sera soutiré, voyez, parce que si on ne fait rien, ben, on aura quand même des subsides. Et vous en trouverez même qui vous diront qu'ils ne veulent pas de ces subsides-là parce que finalement, ça ne représente pas grand-chose de travailler ou de toucher un RSA ou de travailler pour 1000 ou 1200 euros et que finalement, ils préfèrent aller faire autre chose qui leur apportera 1000 ou 1500 euros par jour. Voilà où on en est aujourd'hui. Dans une situation où on a complètement perdu le sens des valeurs, on n'a plus de boussole. Alors tu as raison, Samuel, peut-être qu'on a failli, peut-être que les intellectuels, vous avez raison Harry et Vita, peut-être que les intellectuels sont dans leur coin et ne font pas le job, parce que ce qui est important, c'est ce que nous transmettons. Ce que nous laissons, l'héritage que nous laissons et la trace que nous laissons et ce que nos enfants vont pouvoir dire aux leurs. Et c'est ça qui est important. Et si la Guadeloupe ne comprend pas à un moment ou à un autre qu'il faut qu'on se ressaisisse, qu'il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes et qu'on ne régressera pas à revenir quelques années en arrière où on transmettait autre chose comme valeur et à faire à nos enfants comprendre que ce qui est important, c'est pas d'attendre de l'État
C'est pas d'attendre que l'État te donne ou te donne pas. Le débat, il n'est même pas là. De tout temps, nous nous sommes dressés. Et tous autour de cette table, à un moment ou à un autre, nous nous sommes dressés. Nous continuons à nous dresser en face de l'État. Mais on peut le faire quand on sait qui on est, quand on sait d'où on vient. Je ne vais pas reprendre le débat, Yves, n'aie pas peur. Hein. Quand on sait d'où on vient et quand on sait où on va. Et il y a une question qui me paraît fondamentale, et Evita en a parlé tout à l'heure en entame de ce propos. Quand on aura peut-être un jour été comme le peuple juif, oui Samuel, comme les harkis aujourd'hui à qui on dit, on reconnaît, on vous demande pardon et on prépare une loi de réparation. Je ne dis pas qu'on demande à l'État, mais il faudrait que nous, un jour, on considère que nous, nègres, nous c'est moun. Nous, nègres, nous vînes moun. Faut pas y considérer que nous pas moun toujours. Mais c'est ça, on te vle dit jodi là. Merci. Nous partons une dernière fois du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir sur le référendum. Et alors, on a dit que en 2003, pour ne pas respecter le peuple guadeloupéen, pour élu pas respecter le peuple guadeloupéen, parce que normalement, nous avons 3 possibilités. Le 73, le 74 et le statu quo. Ils ont choisi pour nous le 74 et ils m'ont dit moi si nous voulons pas. Alors ça qui va dire que c'est eux qui choisissent 74 là. Et bien ils doivent aller jusqu'au bout, pas demander nous avis à nous et faire affaires. Alors c'est centenaire qui j'ai encore répondu à le plateau là. Merci. Merci, monsieur. Non, juste, je pense que monsieur fait une confusion terrible. Non, le référendum portait sur le 73. Donc là, il s'est trompé. Donc s'il n'a pas voté parce qu'il pensait que c'était le 74, ben voilà. Il faut qu'il retourne aux urnes rapidement. On a gagné une fois. On a gagné. Bien. Alors maintenant, nous poursuivons avec ce tour de plateau. Et puis on poursuit avec Harry à cette question. Que répondez-vous, Harry? Je vais vous décevoir énormément, mais moi, je ne m'intéresse plus à l'État. L'État ne m'intéresse plus. Moi, je m'intéresse aux Guadeloupéens. Un pays se fait avec son peuple, pas contre un peuple, pas contre un État. L'État, la seule chose que je craignais avec l'État français, c'était sa force militaire. L'État, je craignais sa force militaire. Je savais dans les années 80, moi, je m'étais dit, je ne vais pas vivre très longtemps. À un moment ou un autre, on va avoir notre peau. On a eu la chance que les évolutions du monde ont sauvegardé quelques individus vivants quand même après 90, parce que le combat était fini sous cette forme-là. Bon. Mais depuis 90, on me dira tout ce qu'on voudra, mais je suis sûr qu'il y avait possibilité d'organiser notre pays et que l'État français ne l'aurait pas pu le bloquer. Ça me rappelle l'affaire Faisan. Pourtant, c'était à une époque, l'affaire Faisan. L'État était bien armé. Mais n'empêche que l'État a dû demander la possibilité de replier son matériel et retraverser le pont pour entrer à la Jaille. L'État, on pouvait, si on voulait. Moi, j'ai un problème et le seul problème. L'État n'est plus un problème pour moi. Je le subis. Mais quand je subis aujourd'hui certaines choses, mais je sais que je subis certaines choses parce que il n'y a pas en face une volonté guadeloupéenne qui dit ce qu'elle veut. Pour bien préciser, ça m'aurait fait monter au plafond. Il y avait des quais, il y avait des bateaux sur des quais à Bémaou, à Jarry. Et donc, moi-même, j'avais un bateau sur le quai, on était plusieurs à avoir un bateau sur le quai. On avait négocié à l'époque avec Berry, qui était le littoral, qui occupait du conservatoire littoral. Mais on a quand même négocié pour faire des choses bien. Et on a fait quelque chose de bien. Il m'a la cassé. Et les fonctionnaires de l'État disent, vous ne refaites plus ça. Bon.
Je vous jure que ça ne m'arrive pas souvent, mais une fois j'ai pris mon portable, je l'ai cassé au sol parce que j'avais quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais pas supporter quelqu'un qui vient d'arriver, qui est de passage, puisse avoir de tels propos sur ce que j'appelle un élément où je considérais qui est un élément de développement économique guadeloupéen. Le littoral est un élément de développement guadeloupéen. Mais pourquoi nous n'avons pas le littoral? Vous pensez que c'est seulement parce que l'État ne le donne pas, ou c'est parce que nous ne voulons pas le prendre? Parce que nous ne voulons pas le gérer, nous ne voulons pas l'assumer. Messieurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. L'État nous dégonfle, l'État nous permet de nous déresponsabiliser. Et nous disons c'est l'État. Mais monsieur, quand l'État envoie un fonctionnaire, s'il n'y a rien, il prend la place. Quand il préfère arriver ici, je vais dire une chose. Est-ce que vous avez déjà entendu un élu ici dire « je suis contre telle situation conflictuelle, j'exige que la France prenne telle position ». Non, personne ne prend position. On laisse moi préférer prendre position. Mais être un peuple, c'est aller au charbon. Pourquoi? Mais quand vous êtes un dirigeant, vous devez savoir aller quand vous n'avez pas de cote, vous n'aurez pas vous n'aurez pas, ça va pas être ce qui va faire plaisir au maximum, mais vous avez vos objectifs et vous, à certains moments, vous devez être capable d'assumer. Mais parce qu'on joue un jeu permanent. On est dans un jeu permanent, mais ce jeu-là ne fait pas avancer la Guadeloupe, ne fait rien avancer. Et pour vous dire, pour conclure, je vous dirai sincèrement une chose. Je n'aurais pas aimé être l'État français en Guadeloupe. C'est tout? Ah, mais je vous ai tout dit quand je vous ai dit ça. Moi, je ne sais pas ce que je ferais. Je considère que je n'oserais pas prendre de décision. Je n'aurais jamais accepté d'être fonctionnaire français en Guadeloupe. Mais on fait quoi? On va de toute façon se faire massacrer. On n'aura jamais raison. C'est compliqué. Vous savez, il y a des choses qui se font. Non, mais moi, non, mais c'est vrai. J'ai vu à une grève. Enfin bon, on a notre débat, on en parle, mais on reviendra de toute façon. Parce que c'est sur ça qu'on est. On ne sortira pas tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là. Donc je retiens. Vous n'auriez pas aimé être l'État français en Guadeloupe. Ah non. Ça, c'est clair. Je n'aurais pas aimé. Oh là là, moi, j'avais une fou. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Samuel. Alors, comment je pourrais tenir cette question-là? Moi, je vais poser une autre question. Je vais un peu dans le sens d'Harry. Hein. Quel est le sujet qui pourrait unir les Guadeloupéens aujourd'hui? Ah, là, c'est une excellent. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire que les deux collectivités, que les élus, que le peuple guadeloupéen, que les syndicats se disent on va dans le même sens? Le jour où on pourra répondre à cette question-là, on n'aura pas de problème avec l'État. Oui, bien sûr. Moi, mais au plus haut point, je ne comprends pas. C'est quand je vois les services de l'État venir entre deux structures guadeloupéennes pour trouver une solution. J'ai toujours eu un problème avec ça. Et c'est là qu'on voit qu'on a toujours, on ne demande pas d'État plus d'État en fonction, voilà, c'est la géométrie variable. Lorsqu'on fera comprendre, parce que l'État a des compétences partagées avec nous, parfois qu'elle accepte de partager, mais que nous refusons. On va parler du littoral. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? La richesse du pays. La richesse du pays, je le dis tous les jours, il y a environ, sans exagérer, 1000 emplois, pas sur tout le littoral, hein, sur quelques plages qui ont été choisies pour une activité économique. À qui ça parle? Je l'ai déjà dit aux élus, je l'ai déjà dit à des techniciens, mais ne l'entendent pas ça. Donc, qu'est-ce que les services de l'État ont fait? Ils ont créé toutes sortes de structures, périphériques, l'ADA, le Conservatoire du littoral, enfin, toutes ces structures-là, qui aujourd'hui, c'est elles qui gèrent en disant non aux élus. Parce qu'aucun élu guadeloupéen ne s'est intéressé vraiment à ça. Alors, ils viennent, parfois, il y a même une gestion, parfois qu'on leur donne au maire. Le maire prend la gestion, mais un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire qu'il a peur de prendre la responsabilité de sa plage qui est dans sa commune. Donc, toutes ces problématiques-là montrent que nous ne sommes pas encore prêts à diriger un pays. Et souvent, ce n'est pas l'État notre problème, c'est nous-mêmes. Donc, quand on pourra répondre à cette question-là, eh bien, on aura trouvé la solution. Alors, juste rapidement, une petite question. Est-ce que l'État peut se passer de nous? Alors, mais c'est ce que l'État fait tous les jours. Oui. Mais oui. C'est ce que l'État fait tous les jours. L'État ne nous demande rien ici. Enfin, l'État vient, l'État fait, voilà. Moi, je voudrais dire que moi, j'ai pas de problème avec l'État. Pourquoi j'ai pas de problème avec l'État? Parce que je ne suis jamais dupe. Je sais je sais qu'il y a une situation très claire. L'État défend ses intérêts. Il arrive
que ses intérêts rejoignent les nôtres, ben, ça se passe très bien. Mais à partir du moment où ses intérêts ne rejoignent pas les nôtres, eh ben, il fera son chemin. Et le problème souvent de certains nombres de Guadeloupéens, et d'ailleurs c'est amusant, ils sont toujours comme des amoureux déçus. C'est-à-dire, l'État n'a pas fait ça, je ne comprends pas, etc. Mais il faut qu'ils comprennent que l'État n'est pas là. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour demander à l'État de nous aimer. On doit arriver déjà, et ce qui me paraît fondamental, et je rejoins tout ce qui a été dit, c'est que c'est à nous de savoir où sont nos intérêts. Et à ce moment-là, de pouvoir, et c'est là que ça sera important, de pouvoir, comme on dit, façader avec l'État. Et c'est ça qui est important. Tant qu'on sera dans une relation, on attend de l'État, pourquoi l'État n'a pas fait ça, l'État... Mais c'est quand même un pays extraordinaire où il y a des gens qui ont des idées formidables, ce pays qui pourrait être initiateur de beaucoup de choses. Jamais on ne se positionne en se disant, tiens, dans ce domaine, je veux être à l'excellence, je veux être en tête. Non, on attend. Par exemple, pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues en Guadeloupe. Je prends le cas des femmes parce que c'est le sujet qui me vient. Beaucoup de femmes qui ont eu des idées très novatrices sur la question des femmes et tout. Mais il fallait attendre Marlène Schiappa, qui ne disait rien d'innovant, qui disait des choses qu'on avait déjà étudiées depuis... Merci beaucoup. Mais Marlène Schiappa, alors tout de suite, tout le monde se met à s'intéresser à la violence des femmes. C'est ça notre problème. Alors, c'est ça notre problème fondamental. C'est dommage pour vous, vous êtes la dernière à intervenir. Donc, une phrase rapide et simple, l'État nous tient ou nous soutient? Quand l'État nous soutient, je le soupçonne beaucoup de le faire pour nous tenir. Ça, je pense que les deux vont ensemble plus que nous sommes. Et d'ailleurs, la question elle-même qui a été posée questionne la nature de notre rapport, parce qu'on ne poserait jamais cette question ni pour la Normandie ni pour la Bretagne. Donc on sait très bien quand on est, même si on fait semblant, on est dans un rapport particulier chargé d'histoire, et soutenir et tenir vont ensemble, l'un va vers l'autre, parce qu'on est justement dans ce rapport très complexe avec l'État, et on est dans ce rapport où beaucoup ne souhaitent plus que l'État soit l'État français, et il y en a encore qui souhaitent qu'il soit français. Merci à vous pour votre présence au sein de cette émission. Merci d'avoir enrichi ce débat, vous qui êtes à la maison, et merci à tous les fidèles de cette émission, que les choses soient dites. Nous nous retrouvons donc mardi prochain avec un thème tout aussi intéressant. Et puis, bien sûr, cette émission vous appartient, je l'ai dit, une émission où les choses sont dites. Excellente soirée à tous.